La coupe toucha ses lèvres, et la princesse Elara le sut immédiatement. Le goût du vin était faux. Trop sucré, trop lourd, trop définitif. Ses yeux glissèrent sur la table vers sa belle-mère. La reine Morgane souriait. Ce sourire parfait et froid. Elara essaya de reposer la coupe, mais ses mains tremblaient. La pièce commença à tourner. Les lustres dorés au-dessus d'elle se fondirent en traînées dorées. Les visages des nobles autour d'elle se déformèrent en masques grotesques. « Non » chuchota-t-elle. Mais il était trop tard. Le poison se répandait dans ses veines, pénétrant plus profondément à chaque battement de cœur. C'était comme de la glace liquide qui rampait dans son corps, figeant chaque cellule, rendant chaque respiration plus difficile. La coupe tomba de sa main et tinta sur le sol de marbre. Le vin rouge se répandit comme du sang sur les carreaux blancs. Elara saisit le bord de la table, ses doigts s'agrippant à la nappe de damas. Elara, la voix de son père perça le brouillard dans sa tête. Le roi Aldric se leva de son trône, son visage pâle d'horreur. Alors qu'elle s'effondrait au sol, les nobles autour d'elle explosèrent dans le chaos. Des cris résonnèrent dans la grande salle de banquet. Des chaises raclèrent la pierre alors que les invités reculaient, comme si l'empoisonnement pouvait être contagieux. Le médecin royal arriva en courant, ses robes flottant derrière lui. Docteur Caius, un homme de 50 ans avec une longue barbe grise et des yeux intelligents, s'agenouilla à côté d'elle. Ses mains, normalement si calmes et sûres, tremblaient alors qu'il examinait son visage. « Non » murmura-t-il, ses yeux s'élargissant de reconnaissance. « Non, 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 qu'est-ce que c'est ?» La voix du roi Aldric se brisa. « Qu'est-ce qui ne va pas chez ma fille ?» Caius souleva le bras d'Elara. Sous sa peau pâle, des veines sombres étaient déjà visibles, se répandant comme des fissures dans la porcelaine. Elle commençait à ses doigts et rampait comme des ombres vivantes le long de son bras. « Poison de nuit » dit Caius, et le mot tomba comme une sentence de mort dans le silence. Dieu du ciel, ils ont utilisé le poison de nuit. Un halètement collectif traversa la salle. Poison de nuit, le nom seul était une légende, un murmure des temps anciens. C'était le plus ancien et le plus mortel de tous les poisons, distillé des racines du lit d'ombre, qui ne poussait que dans les forêts, les plus profondes et les plus sombres, où la lumière du soleil ne touchait jamais le sol. Y a-t-il un remède ? Le roi saisit le médecin par les épaules. Dis-moi qu'il y a un remède. Le silence de Caius fut une réponse suffisante, mais le roi le secoua. Parle! Il y a quelque chose. La voix de Caius était à peine plus qu'un murmure. Mais c'est impossible. Depuis des siècles, personne n'a... Quoi? Le roi serra la robe du médecin si fort que ses jointures blanchirent. Dis-le-moi, du sang de vampire, majesté. Caius baissa les yeux. Du sang de vampire pur, et seulement de ceux des anciennes lignes, mais ils ne partagent plus leur sang. Depuis des siècles, ils n'ont donné à personne. Sur le sol, Elara se tordit, son corps s'arquant dans un cri silencieux. La douleur était indescriptible. C'était comme si 1000 aiguilles perçaient sa peau en même temps, comme si son sang se transformait en verre et se brisait dans ses veines. À travers sa douleur, elle entendit des voix. Sa belle-mère parlait, les mots pleins de fausse inquiétude. Oh, la pauvre enfant, qui pourrait faire une chose si terrible? Mais Elara avait vu la vérité dans les yeux de Morgane, dans ce moment avant que le poison n'agisse. Elle avait vu le triomphe, la froide satisfaction. Morgane avait fait cela. Morgane, qui avait épousé le roi veuf il y a 5 ans et amené son propre fils, le prince d'Amon, à la cour. D'Amon, l'héritier légitime, si Elara était hors du chemin. Trouver un vampire. La voix du roi coupa ses pensées comme une lame. Ce n'était pas un ordre, c'était le commandement désespéré d'un homme qui ne voulait pas perdre sa fille. Envoyer des cavaliers dans toutes les directions, trouver un des anciennes lignées, et amenez-le ici, à tout prix. Mais majesté, protesta un des courtisans, Lord Castel, un homme gros avec un visage adipeux. Les vampires sont nos ennemis, depuis la Grande Guerre. Je m'en fiche de votre politique et de vos vieilles guerres. Le roi se retourna, ses yeux brûlants de désespoir et de rage. Ma fille est en train de mourir. Allez, maintenant. Les courtisans trébuchèrent les uns sur les autres dans leur hâte de quitter la salle. Seule Morgane resta, son visage un masque de préoccupation qui n'atteignait pas ses yeux. Elara sentit qu'on la soulevait. Des bras forts la portèrent hors de la salle de banquet, à travers les longs corridors du château d'Épines. Les flammes des torches sur les murs se fondirent en traînées oranges. Les voix murmuraient autour d'elle, mais les mots n'avaient pas de sens.
Elle fut amenée dans sa chambre, allongée sur son grand lit à baldaquin avec des rideaux de velours. Les servantes s'affairaient autour d'elle, posant des linges frais sur son front, essayant désespérément de faire baisser la fièvre qui consumait déjà son corps. Mais rien n'aidait. Le poison de nuit était implacable. Caius resta à ses côtés, vérifiant son pouls, examinant les veines sombres qui se répandaient. « Combien de temps ?» demanda le roi d'une voix qu'Elara reconnaissait à peine, si brisée, si désespérée. « 3 jours, répondit Caius après une longue pause. Peut-être 4 si elle est forte. Le poison de nuit est lent mais implacable. Il se répand des extrémités vers le cœur. Quand il atteint son cœur, il n'a pas besoin de finir la phrase. Le roi Aldric s'effondra sur une chaise à côté du lit, prenant la main de sa fille dans la sienne. Des larmes coulèrent sur ses joues, se perdant dans sa barbe grise. « Tu ne dois pas me quitter, Elara. S'il te plaît, tu es tout ce qui me reste de ta main. » Elara essaya de parler, de bouger ses lèvres, mais aucun mot ne sortit. La douleur était trop grande. Elle ne pouvait que tenir son regard, essayant de lui dire sans mots qu'elle se battrait, qu'elle n'abandonnerait pas. Mais au fond d'elle-même, dans la partie d'elle qui pouvait encore penser clairement, Elara connaissait la vérité. Elle était en train de mourir. Les cavaliers furent envoyés dans la première heure après minuit. 12 des meilleurs chevaliers du roi, chacun envoyé dans une direction différente, chacun avec la même mission désespérée, trouver un vampire des anciennes lignées. Mais les vampires n'étaient pas faciles à trouver. Depuis la Grande Guerre il y a 200 ans, quand humains et vampires s'étaient battus et avaient presque éradiqué les deux races, les vampires survivants s'étaient retirés dans les ombres. Ils vivaient dans des forteresses reculées, cachés dans les montagnes ou les forêts profondes, évités par la civilisation humaine. Et les anciennes lignées, les vampires qui existaient avant la guerre, qui portaient le vrai sang, étaient encore plus rares. Beaucoup étaient tombés pendant la guerre, d'autres s'étaient retirés si loin que même les autres vampires ne connaissaient pas leurs emplacements. Dans la chambre d'Elara, le temps passa en moments d'agonie. La première nuit fut la pire. Le poison traversa son corps, enflammant chaque voie nerveuse dans l'agonie. Elle cria jusqu'à ce que sa voix soit rauque, s'agrippant au drap jusqu'à ce que ses ongles se cassent. Caius lui donna des herbes pour la douleur, des teintures qui la plongèrent dans un demi-sommeil agité. Mais même dans le sommeil, il n'y avait pas de soulagement. Des cauchemars la hantaient, des rêves sombres d'ombre qui la dévoraient, de mains glacées qui la tiraient. Au matin du 2e jour, le poison avait atteint ses coudes et ses genoux. Les veines sombres étaient maintenant clairement visibles, comme des éclairs noirs sous sa peau. Son teint, autrefois rosé et sain, était maintenant blanc comme de la craie. Ses lèvres étaient bleues. Buvez ceci, princesse. Une de ses servantes, une jeune fille nommée Lissa, tint une tasse à ses lèvres, un bouillon clair qui sentait les herbes. Elara essaya de boire, mais sa gorge était si serrée qu'elle pouvait à peine avaler. La plupart du liquide coula sur son menton et trempa sa chemise de nuit. « Je suis désolée, princesse, » chuchota Lissa, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolée. » Elara voulait dire que ce n'était pas la faute de Lissa, que personne n'était à blâmer sauf Morgane. Mais les mots ne viendraient pas. Son père ne quitta pas sa chambre. Il resta assis à côté de son lit, tenant sa main, murmurant des prières à des dieux auxquels il ne croyait peut-être même pas. Son visage avait vieilli, ayant pris 10 ans en une nuit. Ses yeux étaient rouges de pleurs. Morgane vint dans l'après-midi du 2e jour. Elle portait une robe de velours noir, déjà des vêtements de deuil. Son visage était un masque parfait d'inquiétude. « Ma pauvre belle-fille, » dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Souffre-t-elle beaucoup ?»« Partez, » gronda le roi Aldric, sans la regarder. « Vous n'avez rien à faire ici. Je suis la reine, » lui rappela froidement Morgane. « J'ai le droit, vous n'avez aucun droit. » Le roi se leva, son poing martelant la table de nuit. Le pichet d'au-dessus tinta. « Partez avant que je vous fasse jeter hors de cette chambre. » Pour un moment, le masque de Morgane glissa. Son visage se tordit de colère, ses yeux se rétrécissant en fente. Mais ensuite, elle lissa son expression, inclina poliment la tête et quitta la pièce, ses jupes bruissant. Alors qu'elle partait, Elara chuchota avec la dernière force qui lui restait. « Elle l'a fait. » Son père se pencha plus près. « Que dis-tu, ma chérie, Morgane ?» La voix d'Elara était à peine plus qu'un souffle. Le vin, la compréhension se fit dans les yeux du roi, suivi d'horreur, puis d'une rage brûlante. Sa main serra la sienne si fort que cela faisait mal. « Es-tu sûre »
Elara hocha faiblement la tête. Elle n'avait aucune preuve, seulement la certitude dans son cœur, mais cela sembla suffire. Le roi se leva, tout son corps tremblant de colère. « Garde !» rugit-il. 2 soldats se précipitèrent à l'intérieur, leurs mains sur leurs poignets d'épée. « Arrêtez la reine Morgane !» ordonna le roi, sa voix froide comme l'acier. « Elle n'est là dans la tour nord. Elle ne doit parler à personne, voir personne. Si elle résiste, utilisez la force. » Les gardes échangèrent des regards incertains. « Arrêter une reine, c'était sans précédent. Faites-le !» aboya le roi. Ils se précipitèrent. Minutes plus tard, Elara entendit des cris venant d'une partie éloignée du château. La voix de Morgane, stridente et furieuse, diminuant lentement alors qu'elle était emmenée. Mais le petit triomphe fut de courte durée. Le poison ne se souciait pas de justice ou de vengeance. Il continuait à se répandre, implacable comme la marée. Dans la soirée du 2e jour, le premier cavalier revint. Sir Gareth, un jeune chevalier aux cheveux bruns et au visage sérieux, s'agenouilla devant le roi dans la salle du trône. « Majesté, rapporta-t-il, essoufflé. J'ai chevauché jusqu'à la frontière des terres d'ombre. J'ai trouvé les ruines d'une ancienne forteresse vampire, mais elle était abandonnée, inhabitée depuis des décennies. » Le roi hocha sombrement la tête. « Continuez votre recherche. Chevachez plus loin. » Un par un, les cavaliers revinrent, chacun avec la même histoire. Forteresse abandonnée, vieille rumeur qui ne menait à rien. Des vampires qui avaient été vus, mais qui avaient disparu avant de pouvoir être atteints. Au matin du 3e jour, Elara était plus proche de la mort que de la vie. Le poison avait atteint ses bras supérieurs et ses cuisses. Les veines sombres pulsaient maintenant avec une lueur terne pourpre, comme si le poison lui-même émettait de la lumière. Elle ne pouvait plus parler, pouvait à peine bouger. Sa respiration venait en lalatement peu profond et laborieux. Caius lui avait donné de l'opium, assez pour abattre un cheval, mais même cela atténuait à peine la douleur. « Ce soir, » chuchota Caius au roi, pensant qu'Elara ne pouvait pas l'entendre. « Le poison atteindra son cœur d'ici minuit, peut-être plus tôt. » Le roi laissa tomber sa tête dans ses mains et sanglota. Mais alors que le soleil se couchait et que les ombres rampaient sur le château, un dernier cavalier galopa à travers les portes. Sir Roland, le plus âgé des chevaliers, un vétéran grisonnant avec des cicatrices, qui racontait des douzaines de batailles. Il ne descendit pas de son cheval. Au lieu de cela, il chevaucha directement jusqu'à l'entrée principale, son cheval écumant et épuisé. « J'en ai trouvé un » cria-t-il, sa voix résonnant dans les corridors de pierre. « J'ai trouvé un des anciennes lignées. » Le roi Aldric se précipita hors de la chambre d'Elara, trébuchant presque sur ses propres pieds. « Où est-il ?»« Il arrive, » allaita Roland. 3 heures derrière moi, lord Théron de Crête d'Ombre. Je lui ai transmis le message. Il n'a pas accepté immédiatement, mais il a promis de venir. » Le roi saisit les épaules de Roland. 3 heures, tiendra-t-elle aussi longtemps? Roland regarda vers Caius, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Le médecin hésita, puis hocha lentement la tête. Peut-être, tout juste, les 3 heures suivantes furent les plus longues de la vie du roi Aldric. Il resta assis à côté de sa fille, observant chaque respiration faible, tenant sa main froide dans la sienne. Les veines sombres avaient maintenant atteint ses épaules et ses hanches. Elle rampait lentement, mais inexorablement vers son cœur. « Tiens bon, ma chérie, » chuchota-t-il encore et encore, « juste un peu plus longtemps, l'aide arrive. S'il te plaît, tiens bon. » Elara l'entendait à peine. Elle dérivait dans une mer de brouillard, de douleur et d'obscurité. Parfois elle remontait à la surface, percevant des voix et de la lumière, puis l'obscurité la tirait de nouveau vers le bas. Dans un de ces moments plus conscients, elle pensa à sa mère. La reine Séraphine était morte quand Elara avait 8 ans, d'une fièvre que les médecins n'avaient pas pu guérir. Elara se souvenait de sa dernière nuit, comment sa mère l'avait serrée contre elle et avait chuchoté « Sois courageuse ma chérie, quoi qu'il arrive, sois courageuse. »« J'essaie maman, » pensa Elara, « j'essaie vraiment. » Puis juste alors que les horloges du château sonnaient minuit, des sabots résonnèrent dans la cour. Un seul cheval, un seul cavalier. Le roi Aldric bondit et se précipita à la fenêtre. En bas, dans la cour éclairée par la lune, une silhouette descendit de cheval, grande, enveloppée dans une cape sombre qui se mouvait autour de lui comme des ombres vivantes. Le vampire était venu. Théron de Crête d'Ombre n'avait pas eu l'intention de venir. Quand le chevalier Sir Roland était venu à sa forteresse, il avait donné la réponse habituelle, non, il ne partageait pas son sang.
Plus maintenant, plus jamais. Mais le chevalier n'avait pas abandonné. Il avait supplié à genoux, des larmes coulant sur son visage marqué de cicatrices. Elle n'a que 24 ans, toute sa vie devant elle. S'il vous plaît, monseigneur, je vous en supplie. Et quelque chose dans le cœur mort de Théron avait remué. Peut-être était-ce de la pitié, peut-être de la curiosité, ou peut-être, et cela l'effrayait le plus, était-ce la solitude qui menaçait de le consumer après 300 ans d'isolement. Alors il était venu. Maintenant il se tenait dans le hall d'entrée du château d'Épinneval et regardait le roi dévaler les escaliers, un servant trébuchant dans sa hâte à accueillir l'invité inattendu. Lord de Théron. Le roi s'inclina profondément, un geste que Théron n'avait pas anticipé. Les rois ne s'inclinaient pas devant les vampires. Plus maintenant, plus depuis la guerre. Je vous remercie d'être venu. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. Épargnez-moi vos remerciements, dit Théron, sa voix profonde et résonnante. Je ne suis pas encore sûr si j'aiderai. Le roi leva les yeux, espoir et désespoir luttant dans ses yeux. Mais vous êtes venu, je suis venu pour évaluer la situation. Théron retira ses gants, révélant des mains pâles avec de longs doigts. Amenez-moi à elle. Ils le conduisirent à travers les corridors, passant des servants qui se pressaient contre les murs, leurs yeux larges de peur. Théron les ignora. Il avait cessé depuis longtemps de se soucier des réactions humaines. La chambre d'Elara était dans l'aile et du château. Quand la porte s'ouvrit, Théron fut frappé par plusieurs choses simultanément. Premièrement, l'odeur. Le poison de nuit avait un parfum distinct, sucré et pourri en même temps, comme des fleurs sur une tombe. Il remplissait la pièce si épais qu'il étouffait presque. Deuxièmement, la femme dans le lit. Elle était à peine consciente, son corps recroquevillé en agonie. Les veines sombres du poison étaient visibles partout sur sa peau, un réseau grotesque qui convergeait vers son cœur. Et troisièmement, étonnamment, quelque chose dans sa poitrine tressaillit, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis 300 ans, pas depuis Isabelle. Il s'approcha du lit, ignorant les regards nerveux du médecin et des servants. Les yeux d'Elara étaient fermés mais son visage était tordu de douleur. Ses lèvres bougeaient, formant des mots silencieux. « Combien de temps encore ?» demanda Théron, sans quitter des yeux. « Minutes, répondit le médecin d'une voix tremblante. Peut-être 1 heure si elle a de la chance. Le poison a presque atteint son cœur. Théron tendit la main et toucha le front d'Elara. Sa peau était glacée malgré la fièvre qui la consumait. Il pouvait sentir son cœur battre, faible et irrégulier, le rythme d'une vie qui s'éteignait. Lord de Théron, le roi se tenait à côté de lui, sa voix brisée. « S'il vous plaît, allez tout ce que j'ai. Je vous donnerai tout, de l'or, des terres, tout ce que vous voulez. Sauvez-la seulement. » Théron se tourna vers lui, ses yeux argentés, qui brillaient à la lumière des bougies, rencontrèrent ceux du roi. « Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Je comprends que ma fille est en train de mourir. Le sang de vampire n'est pas un simple remède, dit froidement Théron. Le partager signifie créer une connexion, un lien entre âmes. Celui qui reçoit mon sang me sentira toujours, ma présence, mes émotions, mes pensées, et je la sentirai, s'intime d'une manière que la plupart des humains ne peuvent supporter. Le roi n'hésita pas, alors qu'il en soit ainsi. Si c'est le prix, je le paie, sauvez-la simplement. Théron l'étudia un long moment, puis il se tourna de nouveau vers Elara. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas réagi à leur présence, mais quelque chose en elle l'attirait, peut-être la façon dont elle se battait, même au bord de la mort, ou peut-être simplement le fait qu'elle mourait de quelque chose qu'il pouvait guérir. Il avait passé 300 ans à se cacher du monde, à se protéger contre les connexions. Créer un lien comme celui-ci signifiait se rendre vulnérable de nouveau. Et Dieu, il ne voulait pas être vulnérable de nouveau. Mais alors qu'il regardait cette femme mourante, son visage qui conservait une certaine grâce même dans la mort, Théron prit une décision qu'il regretterait peut-être. « Tous dehors » ordonna-t-il. « Mais, » commença le médecin. « Dehors » La voix de Théron ne laissait pas place à la contradiction. Ils partirent, même le roi, bien qu'il hésitât à la porte jetant un dernier regard désespéré à sa fille. Quand Théron et Elara furent seuls, il s'assit sur le bord du lit. Il prit sa main, tenant ses doigts froids dans les siens. « Peux-tu m'entendre » demanda-t-il doucement. Les paupières d'Elara battirent. Cela prit plusieurs secondes, mais finalement elle s'ouvrit. Ses yeux d'un vert profond comme des feuilles de forêt se concentrèrent lentement sur son visage. « Mais tu dois comprendre ce que cela signifie. Je meurs. » Chaque mot lui coûtait un effort visible. « Oui, le poison de nuit est déjà à ton cœur.
Dans quelques minutes, il te tuera. Il tint son regard. Mais je peux l'arrêter. Mon sang neutralisera le poison, guérira ton corps, mais il nous liera aussi, pour toujours. Tu me sentiras toujours, et je te sentirai. Il n'y a pas de retour en arrière. Et Lara le fixa, ses yeux cherchant sur son visage des mensonges, mais elle n'en trouva aucun. Seulement la vérité, aussi froide et tranchante qu'une lame. Veux-tu cela? Demanda Théron. Ou dois-je te laisser mourir en paix? C'était une question cruelle, mais Théron croyait en la liberté de choix, même face à la mort. Et Lara ferma les yeux, et pendant un moment, Théron pensa qu'elle choisirait la mort, mais ensuite elle les rouvrit, et en eux brûlait quelque chose, du défi, de la détermination, un refus d'abandonner. Je veux vivre. Les mots sortirent avec force, plus fort que sa voix brisée n'aurait dû le permettre. Théron ôta la tête. Alors ouvre ta bouche. Il porta son poignet à sa bouche, ses canines s'allongèrent, tranchantes et blanches, et il mordit. Le sang jaillit rouge foncé, presque noir à la lumière des bougies. Il tint son poignet au-dessus de la bouche d'Elara, laissant les gouttes tomber sur sa langue. Au début, rien ne se passa, puis elle s'étouffa, son corps se convulsa alors que le sang de vampire frappait son système. Théron posa sa main libre sur sa poitrine. Là maintenant, ne lutte pas contre ça, laisse-le agir. Le sang de vampire se répandit dans les veines d'Elara, un contraste brûlant avec la torture glacée du poison. Où il coulait, le poison de nuit se dissolvait, les veines sombres s'étompant, la lueur pourpre s'éteignant. Mais le prix fut payé immédiatement. Théron le sentit, un déchirement profond dans sa poitrine, comme si une partie de son âme était arrachée et tissée avec la sienne. C'était douloureux et effrayant et incroyablement intime, et il sut qu'Elara le sentait aussi. Ses yeux s'élargirent, pas de douleur, mais de choc. À travers le lien nouvellement créé, elle pouvait le sentir, ses pensées, ses émotions, ses siècles de solitude, comme un océan se brisant contre le rivage. Et il pouvait la sentir, sa peur, oui, mais aussi son courage, sa détermination à survivre. Et plus profondément caché sous des couches de défense, l'espoir. Le lien s'enclencha complètement, et pendant un moment ils n'étaient pas deux êtres séparés, mais une âme dans deux corps, puis aussi soudainement que cela avait commencé, ce fut terminé. Le lien resta, mais l'intensité écrasante s'étompa en une conscience sourde, toujours au bord de leurs pensées. Théron retira son poignet, et regarda la blessure se refermer instantanément. La respiration d'Elara, qui avait été peu profonde et laborieuse, s'approfondit. La couleur revint à ses joues, les veines sombres disparurent complètement, laissant sa peau sans défaut. Elle était sauvée, mais à quel prix? Elara leva une main tremblante vers son visage, touchant ses joues, comme pour s'assurer qu'elle était encore réelle. « Je te sens », chuchota-t-elle, émerveillement et peur dans sa voix. « Dans ma tête, dans mon cœur, tu es, partout », termina Théron. « Oui, c'est le lien, il ne disparaîtra pas. Et tu me sens aussi ?» Il hocha la tête. Elara le fixa, et pour la première fois Théron vit vraiment en elle. Elle était belle, réalisa-t-il, pas de manière classique, pas comme Isabelle l'avait été, mais il y avait une force dans ses traits, une détermination dans ses yeux verts, qui fascinait. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi m'as-tu sauvée? Sir Roland a dit que tu n'avais partagé ton sang avec personne depuis des siècles. Je ne l'ai pas fait. » La voix de Théron était plate, sans émotion. Pas depuis. Il s'arrêta, mais à travers le lien Elara sentit la réponse. Un nom s'enflamma dans sa conscience, Isabelle, et avec le nom vint un flot d'émotions, amour, perte, culpabilité, douleur si profonde, qu'elle coupa le souffle d'Elara. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle, sans comprendre tout à fait pourquoi. Théron se leva brusquement, se détournant d'elle. « Repose-toi, tu seras faible pendant quelques jours, pendant que ton corps intègre le sang. Attends. » Elara essaya de s'asseoir, mais son corps ne voulait pas obéir. « Où vas-tu? Loin d'ici. » Il alla vers la porte. « Ton père a rempli sa part du marché. Tu es vivante. Il n'y a aucune raison pour moi de rester. Mais le lien persistera, peu importe où je suis. » Théron se retourna, et dans son visage il y avait quelque chose qu'Elara ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, du regret, ou de la peur. « Tu apprendras à vivre avec, comme moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Le roi Aldric se précipita à l'intérieur, son visage éclairé d'espoir, quand il vit sa fille, assise dans le lit, ses joues roses, ses yeux clairs. Il éclata en larmes.
Et Lara, il courut vers elle, l'embrassa si fort qu'elle allaita. Ah oh ma fille, ma précieuse fille, je pensais t'avoir perdue, je suis là, papa, murmura Elara, ses propres larmes, commençant à couler, je suis là. Par-dessus l'épaule de son père, elle chercha le regard de Théron, le vampire se tenait dans l'embrasure, à moitié dans les ombres, observant la réunion avec une expression impénétrable. Merci, forma-t-elle silencieusement. Théron inclina la tête dans une reconnaissance minimale, puis, sans un mot, il se retourna, et disparut dans l'obscurité du corridor, mais Lara pouvait encore le sentir. À travers le lien, elle savait exactement où il était, descendant les escaliers, traversant le hall d'entrée, sortant dans la cour, elle sentait sa détermination à partir, mêlée à quelque chose d'autre, hésitation, regret. Ne laisse pas partir, chuchota une voix au plus profond d'elle, mais Lara ne savait pas si c'était sa propre voix ou la sienne. La nouvelle de la guérison miraculeuse d'Elara se répandit comme une traînée de poudre à travers le château. Le lendemain matin, toute la cour était en émoi, les servants chuchotaient dans les coins, les courtisans débattaient bruyamment dans les halls, et tous voulaient voir la princesse, voir de leurs propres yeux qu'elle vivait vraiment. Elara les reçut dans sa chambre, vêtue d'une simple robe blanche, ses cheveux sombres tressés en une natte lâche. Elle avait l'air fatiguée, le sang de vampire l'avait guérie, mais les séquelles de l'empoisonnement laissaient encore des traces. Mais ce n'était pas ce que les gens remarquaient, ils remarquaient ses yeux, quelque chose en eux avait changé, ils étaient plus brillants, plus intenses, comme s'ils pouvaient voir plus profondément qu'auparavant. C'est un miracle, dit dame Cordélie, une des dames de cour plus âgées, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, un vrai miracle, pas un miracle, corrigea doucement Elara, un vampire m'a sauvé. Lord Théron de Crête d'ombre, un silence gêné tomba sur la pièce. Les courtisans échangèrent des regards nerveux, les vampires n'étaient pas populaires à la cour, pas après la Grande Guerre. Eh bien, dit finalement Lord Castel, sa voix huileuse, quelle que soit la raison, nous sommes reconnaissants que vous soyez de retour avec nous, princesse. Mais Lara l'écoutait à peine, à travers le lien, elle pouvait sentir Théron, très loin maintenant, des kilomètres et des kilomètres. Chevauchant vers sa forteresse, elle sentait sa détermination à ne jamais se retourner. Et plus profondément enterrée sous des couches de déni, une minuscule étincelle de regret. Où est la reine Morgane? Demanda soudainement Elara, interrompant les courtisans. La question apporta un autre silence gênant. Finalement, ce fut son père qui répondit. Elle est dans la tour nord, ma chérie, sous arrestation. Pourquoi? Le roi Aldric regarda les courtisans, puis revint à sa fille. Te souviens-tu de quelque chose de cette nuit-là, avant que le poison n'agisse? Elara ferma les yeux, se forçant à se souvenir. La salle de banquet, le vin, le sourire de Morgane, elle l'a fait, chuchota-t-elle, elle m'a empoisonné. Un halètement collectif traversa la pièce. Es-tu sûr? Demanda Lord Castel, ses yeux écarquillés de choc. Parfaitement sûr. Elara ouvrit les yeux, et en eux brûlait la colère. Je l'ai vu, dans son visage, elle savait ce qui allait arriver, elle l'avait planifié. Mais pourquoi? Dame Cordélie pressa une main sur sa poitrine. Pourquoi une reine voudrait pour le trône? Dit platement Elara, avec moi hors du chemin, son fils, Damon hériterait. C'est aussi simple que cela. Le roi Aldric serra les poings, sa mâchoire se crispa. Elle sera jugée, publiquement, et si elle est trouvée coupable, il n'est pas besoin de finir la phrase, ils connaissaient tous la punition, pour une tentative de meurtre sur la famille royale, la mort. Les courtisans commencèrent tous à parler en même temps, leurs voix se chevauchant en choc et indignation, mais Lara ne les écoutait pas, elle se concentrait sur le lien, sur la connexion à Théron. Il s'était arrêté, réalisa-t-elle, son cheval était immobile, elle pouvait sentir son hésitation, la lutte intérieure qui faisait rage en lui. Reviens, pensa-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. Le lien ne fonctionnait pas ainsi, ne transmettait pas de pensées, seulement des sentiments, mais peut-être, si elle ressentait assez intensément, reviens vers moi. Son cheval paissait à proximité, indifférent au dilemme de son maître. Il devrait continuer à chevaucher, retourner à sa forteresse, retourner à sa solitude, retourner à la vie
qu'il avait mené les 300 dernières années. C'était le plan, c'était toujours le plan, mais quelque chose le retenait, le lien. Il pouvait sentir Elara à travers lui, pouvait sentir ses pensées et émotions comme un bourdonnement, doux à la périphérie de sa conscience. Elle était éveillée, réalisa-t-il, assez forte pour recevoir des visiteurs. Il sentait sa confusion à propos du lien, sa fascination, son désir. Théron secoua la tête, il l'imaginait, il devait l'imaginer, mais alors, aussi clair que si elle se tenait juste à côté de lui, il le sentit, une invitation, un désir, un appel suppliant. Reviens. Ses mains se crispèrent sur les rênes, chaque instinct lui criait de s'éloigner à cheval. Les connexions menaient à la douleur. Il avait appris cela il y a 300 ans, il ne l'avait jamais oublié, mais cette connexion était déjà faite, le lien existait, qu'il reste ou parte, et pour la première fois depuis la mort d'Isabelle, Théron ressentait quelque chose d'autre que le vide. Il ressentait la curiosité, l'espoir, peut-être même le début de « non ». Il ne le serait pas, son esprit allait là, mais il retournait juste pour s'assurer qu'elle se rétablissait complètement, se dit-il, juste pour mieux comprendre le lien, rien de plus. Théron fit tourner son cheval et chevaucha de retour vers le château d'Épine. Le procès de la reine Morgane eut lieu 3 jours après la guérison d'Elara. La grande salle du trône était remplie de nobles, de chevaliers et de citoyens, tous se pressant pour assister à cet événement sans précédent. Une reine accusée d'avoir tenté d'assassiner la princesse Morgane fut amenée enchaînée, mais elle portait la tête haute, son visage un masque d'indignation. « C'est absurde », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Je suis la reine ? Comment osez-vous me traiter comme une vulgaire criminelle ? Tu n'es plus reine, dit froidement le roi Aldric depuis son trône. Ce mariage est annulé, tu es maintenant seulement Morgane de Montclair, et tu seras jugée comme n'importe qui d'autre. » Le masque de Morgane glissa un moment, révélant la rage sous-jacente, mais elle se ressaisit rapidement. « Je n'ai rien fait, ce sont les délires d'une femme malade. »« Je ne suis pas malade, » dit Elara, s'avançant. Elle portait une robe de bleu profond, ses cheveux tressés en une couronne compliquée. Bien qu'elle soit toujours pâle, elle se tenait droite et forte. « Et je ne suis pas délirante. J'ai vu ce que tu as fait, Morgane. J'ai vu ton sourire quand le poison a agi. »« Des preuves ?» Morgane renifla. « Tu n'as aucune preuve, seulement des accusations. » « Alors trouvons des preuves. » Une nouvelle voix parla, profonde et résonnante. Toutes les têtes se tournèrent. Dans l'ouverture des grandes portes se tenait Théron, sa cape sombre ondulant autour de lui, ses yeux argentés brillant à la lumière des torches. Un halètement collectif traversa la foule. Beaucoup de nobles reculèrent, leurs mains volant vers des épées ou des symboles sacrés. Un vampire dans la salle du trône était inouï. Mais le roi Aldric se leva et s'inclina. « Lord Théron, vous êtes revenu. »« Je suis revenu, » confirma Théron, marchant dans l'allée centrale. La foule se sépara devant lui comme de l'eau. « Et j'apporte des informations pertinentes pour ce procès. » Elara sentit son cœur martelé dans sa poitrine. À travers le lien, elle pouvait sentir la détermination de Théron, sa colère froide, mais aussi autre chose, inquiétude. Pour elle, Théron atteignit l'avant de la salle et se tourna vers Morgane. « Vous avez fait une erreur, votre majesté. » Le titre dégoulinait de sarcasme. « Quand vous avez acheté le poison ?» Les yeux de Morgane s'élargirent une fraction. « Je n'ai rien acheté. »« Non ?» Théron sortit de sa cape une petite fiole, remplie d'un liquide sombre. « Ceci est du poison de nuit, très rare, très cher, et disponible seulement auprès d'un homme dans les 5 royaumes. Silas, l'alchimiste, qui vit dans les ombres de Porte-Noire. » Il se tourna vers le roi. « J'ai rendu visite à Silas avant de venir ici. Soision. Il a admis avoir récemment vendu une fiole à une femme portant des robes royales. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux bleus. » Théron regarda directement Morgane. « Une femme qui correspond exactement à votre description. » La foule explosa en murmures. Morgane pâlit, mais elle s'accrocha à son histoire. « Cela ne prouve rien. N'importe quelle femme aux cheveux noirs pourrait. » Silas a également décrit un trait distinctif, interrompit Théron. Un grain de beauté à l'intérieur du poignet gauche, en forme de croissant de lune. Il pointa le poignet de Morgane. « Montrez-le lui. » Morgane tira son bras en arrière, le pressant contre sa poitrine. « Je sais. Montrez-le lui. »
tonna le roi. 2 gardes saisirent Morgane, tirèrent son bras. L'un d'eux remonta la manche de sa robe, révélant son poignet. Là, clairement visible sur sa peau pâle, se trouvait un grain de beauté en forme de croissant. Le murmure gonfla en tumulte. Morgane tira sur les prises des gardes, son visage se tordant de rage. Cela ne prouve rien. C'est un tour. Le vampire ment. Les vampires ne peuvent pas mentir, dit calmement Théron. C'est impossible pour nous. Une particularité de notre nature. Il se tourna vers la foule assemblée. Vous pouvez choisir de me croire ou non, mais je n'ai aucune raison de mentir dans les affaires humaines. Le roi Aldric s'enfonça dans son trône, son visage assombri de rage. As-tu autre chose à dire pour ta défense, Morgane? Le masque de Morgane se brisa complètement. Son visage se tordit de haine et de désespoir. Elle ne le méritait pas, cria-t-elle, sa voix stridente. Tout aurait dû revenir à Damon. Il est l'héritier légitime, pas cette petite fille gâtée qui n'a jamais travaillé un jour. Je suis la fille légitime du roi, dit froidement Elara. Tu es une intruse, tu es un obstacle. Morgane tira sur ses chaînes, de la salive volant de ses lèvres. Toi et ta mère morte, toujours dans le chemin de mon fils. Mais je vais y mettre fin. Tu ne feras rien. La voix du roi Aldric tonna dans la salle, faisant taire tout le monde. Il se leva, toute sa stature tremblant de rage. Morgane de Montclair, je te trouve coupable de tentative de meurtre sur la princesse héritière. La punition est la mort par décapitation, exécutée à l'eau. Morgane s'effondra, ses genoux cédant. Les gardes la maintinrent debout alors qu'elle commençait à sangloter, non de remords, mais de rage et d'apitoiement sur soi. Et le prince Damon, continua le roi, ses yeux cherchant dans la foule, sera immédiatement banni du royaume. Il a 10 jours pour franchir la frontière. S'il revient jamais, il sera également exécuté. Un jeune homme dans la foule, à peine 18 ans avec les cheveux noirs de sa mère et des yeux défiants, s'avança. C'est une injustice, cria le prince Damon. Ma mère a fait ce que toute mère ferait, se battre pour son fils. En commettant un meurtre, Elara lui fit face, et pour la première fois Damon vit quelque chose dans ses yeux qui le fit reculer. Un pouvoir, une intensité qui n'était pas là auparavant. Ce n'est pas de l'amour Damon, c'est de la folie. Tu ne comprends rien, siffla-t-il. Toi avec ta vie parfaite, ton père parfait qui t'aime plus que tout. J'ai toujours dû me battre pour des miettes. Alors tu aurais dû te battre plus dur, dit Elara sans sympathie, sans s'assassiner. Damon la fixa un long moment, puis sans un autre mot, il se retourna et sortit de la salle en trombe. La foule éclata en discussion, certains choqués, d'autres triomphants, mais Elara ne leur prêta pas d'attention. Elle chercha le regard de Théron, le trouvant au bord de la salle, à moitié enveloppé dans les ombres. « Merci », forma-t-elle silencieusement. Il inclina légèrement la tête, puis, comme avant, il se tourna pour partir. Mais cette fois Elara ne le laissa pas simplement partir. Elle se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les questions et félicitations des courtisans. Quand elle l'atteignit, elle saisit son bras. « Attends », dit-elle essoufflée. « S'il te plaît ». Théron se retourna, ses yeux argentés rencontrant les siens. « Que veux-tu, princesse ?» Des réponses. Elle ne lâcha pas son bras. « Tu es revenue. Pourquoi ? Pour voir la justice rendue. Ne me mens pas. » Elara se rapprocha, baissant sa voix pour que seul lui puisse l'entendre. « Tu as dit que les vampires ne peuvent pas mentir, mais tu es dadé. Pourquoi es-tu vraiment revenu ?» À travers le lien, elle sentait ses émotions, conflit, peur et dessous, à peine perceptible, quelque chose de plus doux, quelque chose qu'il essayait désespérément de casser. « Parce que je devais, » admit-il finalement, sa voix basse. « Le lien, il me tire vers toi. Je ne peux pas simplement partir et faire comme si tu n'existais pas. Alors reste, » dit Elara, « au moins pour un moment. Aide-moi à comprendre cela. » Elle désigna l'espace entre eux, la connexion invisible qui les liait. « Apprends-moi à vivre avec. » Théron hésita. Elle pouvait sentir sa lutte intérieure, la peur de la proximité luttant contre le désir de connexion. « S'il te plaît, » ajouta-t-elle, « je ne demande pas pour toujours. Juste un moment. » Finalement, Théron soupira, un geste fatigué qui portait des siècles d'épuisement. « Un moment, » accepta-t-il, « mais quand je partirai, tu ne m'arrêteras pas. »« D'accord, » dit Elara bien qu'elle sût déjà que c'était un mensonge.
Quand le moment viendrait, elle ferait tout pour le faire rester. Mais pour l'instant, cela suffisait. Les semaines suivantes furent étranges pour Elara et Théron également. Le roi avait donné des quartiers à Théron dans l'aile du château, assez loin des courtisans humains pour éviter l'inconfort, mais assez près des propres appartements d'Elara pour que le lien ne s'étende pas sur la distance. Chaque soir, après le coucher du soleil, ils se rencontraient dans la bibliothèque du château. C'était un endroit calme et privé, rempli de vieux livres et de l'odeur de parchemin et d'encre. Théron enseignait à Elara le lien, comment contrôler son intensité, comment établir des limites entre ses pensées et les siennes. C'est comme un muscle, expliqua-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis à une grande table en chêne, des cartes et d'anciens textes étalés entre eux. Plus tu le pratiques, plus ton contrôle devient fort. Éventuellement, tu seras capable de me bloquer complètement, si tu le veux. Et si je ne veux pas, demanda Elara, levant les yeux du livre qu'elle étudiait. Théron fit une pause. Pourquoi ne voudrais-tu pas? Le lien est un fardeau, une intrusion dans la vie privée, ou une connexion, contra Elara, une façon de vraiment comprendre quelqu'un, sans mots. C'est dangereux de penser ainsi. La voix de Théron se durcit. Les connexions peuvent être des armes, elles peuvent te rendre vulnérable. Et est-ce ce qui est arrivé avec Isabelle? La question s'échappa avant qu'Elara ne puisse la retenir. Théron se figea. À travers le lien, elle sentit une vague de douleur, si intense qu'elle lui coupa le souffle. Le regret la submergea immédiatement. Je suis désolée, dit-elle rapidement. Je n'aurais pas dû. Elle était ma femme. La voix de Théron était plate, sans émotion, mais Elara pouvait sentir l'agonie qu'il cachait. Il y a 300 ans, nous partagions un lien, exactement comme celui-ci. Il regarda par la fenêtre, vers la nuit dehors. Quand elle est morte, une partie de moi est morte aussi. Le lien, il n'a pas coupé proprement, il s'est déchiré. J'ai senti chaque moment de sa mort, chaque souffle de sa douleur. Et après, il ferma les yeux. Après, j'ai voulu mourir, mais tu ne l'as pas fait, chuchota Elara. Non, les vampires ne peuvent pas mourir facilement. Alors j'ai vécu à la place, 300 ans de solitude, jurant de ne jamais créer un autre lien, jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que tu viennes. Il ouvrit les yeux, se tournant vers elle, et maintenant je suis de nouveau vulnérable, de nouveau lié, et je ne sais pas si je suis assez fort pour revivre cela. Elara se leva, contourna la table, jusqu'à ce qu'elle soit devant lui, lentement lui donnant toute occasion de se retirer. Elle prit sa main dans la sienne. Je ne mourrai pas, dit-elle fermement, pas bientôt. Et quand je le ferai, je ferai tout pour m'assurer que cela ne te détruira pas avec moi. Tu ne peux pas promettre cela. Non, admit-elle, mais je peux promettre de me battre. Pour moi, pour nous. Elle serra sa main. Ce lien ne doit pas être un fardeau, Théron. Il pourrait être quelque chose de beau si nous le permettons. Théron la fixa, et dans ses yeux, Elara vit des siècles de solitude, de peur, de douleur, mais aussi, tout au fond, une étincelle d'espoir. Tu es soit très courageuse, soit très folle, dit-il finalement. Elara sourit, peut-être les deux. Pour la première fois depuis qu'Elara l'avait rencontré, Théron sourit en retour. C'était un petit sourire, à peine plus qu'un tressaillement des lèvres, mais il était réel, et à travers le lien, Elara sentit quelque chose d'autre, de la chaleur, pas la distance glacée qu'il émettait normalement, mais une vraie chaleur vivante. Peut-être, pensa-t-elle, il y avait de l'espoir pour eux deux. L'exécution de Morgane eut lieu à l'aube, comme promis, Elara n'y assista. Elle ne pouvait pas pardonner à la femme, mais elle ne trouvait pas non plus de joie dans sa mort. Au lieu de cela, elle se tenait sur les murs du château, regardant le soleil se lever, et réfléchit à tout ce qui s'était passé, le poison, la guérison, le lien. Sa vie avait complètement changé, en quelques jours. Tu penses trop fort. La voix de Théron venait de derrière elle, et Elara se retourna, et le trouva debout dans l'ombre d'une voûte de porte, sa capuche relevée pour se protéger de la lumière du soleil. Je pensais que les vampires ne pouvaient pas être au soleil. Nous pouvons, corrigea Théron, c'est juste, inconfortable, comme pour vous, plonger dans de l'eau glacée, possible, mais pas agréable. Il s'approcha,
restant juste en dehors de la lumière directe du soleil. Tu te sens coupable, à cause de Morgane, ne devrais-je pas? Et Lara regarda de nouveau l'horizon. Elle est morte à cause de moi, elle est morte à cause de ses propres choix, dit fermement Théron. Tu n'as rien fait pour mériter sa colère, tu es simplement né dans la mauvaise famille. Et Damon, demanda doucement Elara, que va-t-il devenir? Il survivra. Oh non, la voix de Théron était indifférente. Ce n'est pas ton souci, mais c'était son souci. Malgré tout, Damon n'avait rien fait, sauf avoir une mère ambitieuse. Il était encore jeune, avait une chance de changer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Elara sentit quelque chose à travers le lien. Allah, Théron s'est étendu, toute son attention concentrée sur quelque chose au loin. Que c'est qui ne va pas? Demanda-t-elle. Quelque chose vient, ses yeux se rétrécirent, brillant dans la faible lumière, quelque chose de sombre. Elara suivit son regard. À l'horizon, juste au-delà de la forêt qui entourait le château, s'élevait une colonne de fumée noire, mais ce n'était pas de la fumée ordinaire, elle se déplaçait contre le vent, se tordant et s'enroulant comme une chose vivante. Que c'est, chuchota-t-elle. Magie d'ombre. La voix de Théron était sombre, très ancienne, très puissante magie d'ombre. Quelqu'un invoque quelque chose qui ne devrait pas être invoqué. Des cloches d'alarme commencèrent à sonner dans tout le château. Les gardes coururent sur les murs, arcs et épées prêts. Le roi Aldric apparut moment plus tard, son visage pâle. Que c'est? Demanda-t-il. Une invocation, répondit Théron. Quelqu'un essaie d'invoquer des créatures du royaume dont Damon, dit soudainement Elara, la certitude la remplissant. Ce doit être Damon. Il a juré vengeance. Possible, accusa Théron, mais la magie d'ombre de ce pouvoir nécessite plus qu'un simple prince amer. Quelqu'un l'aide, quelqu'un avec un vrai pouvoir. La colonne de fumée noire grandit, s'étendant jusqu'à ce qu'elle assombrisse le ciel entier au-dessus de la forêt. Et puis, de ces profondeurs, des formes commencèrent à émerger. Des créatures, massives et déformées, rampaient hors de l'obscurité. Elles ne semblaient pas tout à fait solides, leur corps formé d'ombre et de fumée, mais leurs yeux brillaient rouges comme des braises, et elles se déplaçaient vers le château. Tous les hommes au mur, cria le roi Aldric. Préparez les arcs, appelez les mages. Mais Théron saisit son bras. Les armes humaines ne fonctionneront pas contre celles-ci. Ce sont des êtres d'ombre. Ils ont besoin de magie ou demanda-t-elle, bien qu'elle ressentit déjà la réponse à travers le lien. Force fanfupirique. La mâchoire de Théron se crispa. Je peux les combattre, mais pas seul. Il y en a trop. Que pouvons-nous faire? Le roi Aldric regardait désespérément entre eux, et Lara sentit quelque chose remuer en elle. Le sang de vampire dans ses veines, dormant depuis sa guérison, commença à pulser, et avec lui vint une réalisation. Je peux aider, dit-elle. Théron se tourna brusquement vers elle. Non, absolument pas. Le sang que tu m'as donné, insista Elara. Il m'a changé. Je peux le sentir. Il me donne de la force, de la vitesse, des choses que je n'avais pas avant. Tu n'es pas une vampire, dit sèchement Théron. Tu es humaine, avec du sang de vampire dans tes veines. Ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas entraînée au combat, pas formée. Alors forme-moi. Maintenant. Elara lui fit face, ses yeux brûlants de détermination. C'est mon royaume, mon peuple. Je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'ils sont massacrés. Théron la fixa, et elle pouvait sentir sa lutte intérieure à travers le lien. Chaque instinct lui disait de la protéger, de l'enfermer quelque part où elle serait en sécurité. Mais il la connaissait aussi assez bien, à travers le lien, pour savoir qu'elle ne reculerait pas. Maudit soit, marmonna-t-il. Puis plus fort. Bien, mais tu restes avec moi. Chaque seconde. Compris? Et Lara hocha la tête. Le roi Aldric regarda entre eux, manifestement horrifié. Et Lara, tu ne peux pas. Je peux, papa. Elle prit sa main, la serra. Et je le ferai. Fais-moi confiance. Avant qu'il ne puisse protester, elle était déjà partie, suivant Théron dans les escaliers vers la cour. Derrière eux, les êtres d'ombre commencèrent à escalader les murs du château, leurs griffes grattant la pierre, leurs cris déchirant l'air. La bataille pour Épinneval avait commencé. La première ombre qui franchit le mur fut frappée par le coup d'épée d'un des chevaliers royaux. La lame passa directement à travers elle, sans effet. La créature continua, saisit le chevalier avec des mains griffues, et le jeta du mur. Son cri fut coupé net,
quand il heurta le sol de la cour. Comme je l'ai dit, cria Théron, dégainant sa propre arme, une longue épée courbée avec des runes gravées dans la lame. Les armes normales sont inutiles, seules les lames enchantées ou la magie peuvent les blesser. Il balança son épée dans un large arc. La lame s'illumina d'argent, et où elle toucha l'être d'ombre, elle brûla, la créature hurla, se dissolut en fumée. Combien d'épées enchantées avons-nous? Demanda Elara, alors que plus d'ombre affluait par-dessus le mur. Pas assez, répondit sombrement Théron. Les mages du château avaient pris leur position à divers points le long du mur, et commençaient à lancer des sorts. Des boules de feu explosèrent au milieu des ombres, repoussant certaines. Mais pour chacune qui tombait, 2 autres semblaient venir. Ils veulent entrer dans le château, réalisa Théron, dans la grande salle, où les courtisans se cachent. Alors ne les laissons pas entrer. Elara prit une épée d'un chevalier tombé. Elle n'était pas enchantée, mais c'était mieux que rien. Théron saisit son poignet. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ils sont rapides, mais tu es plus rapide maintenant. Fais confiance à tes instincts, fais confiance au sang. Elara hocha la tête. Elle pouvait le sentir, le sang de vampire dans ses veines, pulsant, rendant ses sens plus aiguisés, ses réflexes plus rapides. Le monde sembla ralentir, chaque mouvement clair et précis. Une ombre vint vers elle, ses griffes visant sa gorge. Instinctivement, Elara esquiva, plus vite qu'elle n'aurait jamais cru possible. Son épée balança vers le haut, et bien qu'elle ne tuât pas la créature, elle la détourna assez pour que Théron puisse intervenir avec sa lame enchantée, et la détruire. Bien, dit-il, une trace de fierté dans sa voix. Continue ainsi, ils combattirent côte à côte, se déplaçant à l'unisson, le lien entre eux rendant les mots inutiles. Elara pouvait sentir les intentions de Théron avant qu'il n'agisse, pouvait anticiper ses mouvements et s'ajuster en conséquence. Ensemble, ils étaient une unité mortelle, mais il y en avait trop. Pour chaque créature qu'ils tuaient, 2 autres venaient, les gardes tombaient un par un. Les mages commençaient à se fatiguer, leur sort devenant plus faible et moins fréquent. Nous perdons, haleta Elara, la sueur coulant sur son visage malgré l'air frais de la nuit. Pas encore. Les yeux de Théron brillaient d'un argent vif, un signe qu'il puisait profondément dans sa force vampirique. Il y a un moyen, mais c'est dangereux. Quoi? Si nous l'ouvrons complètement, unissons nos forces, nous pourrions créer quelque chose d'assez puissant pour les détruire tous en même temps. Mais, Elara pouvait entendre l'hésitation dans sa voix, mais cela pourrait nous tuer tous les deux. La quantité de pouvoir nécessaire. Il secoua la tête. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas ce qui va se passer. Elara regarda le champ de bataille. La cour était jonchée de corps, gardes, servant certains courtisans qui n'avaient pas échappé à ses vies. Les ombres se pressaient plus près de la grande salle, où son père et les survivants restants s'étaient barricadés. Il n'avait pas d'autre choix. Faisons-le, dit-elle. Théron étudia son visage un long moment, puis il hocha la tête. Alors fais-moi confiance. Complètement. Il prit sa main libre dans la sienne. La connexion entre eux, normalement une conscience sourde, explosa en intensité. Elara hâta alors que la conscience de Théron fusionnait avec la sienne. Elle pouvait tout sentir, ses siècles de souvenirs, son amour pour Isabelle, sa douleur à sa perte, sa solitude, et plus profondément, cachée sous des couches de déni, ses sentiments grandissant pour elle, et il pouvait la sentir, sa peur, sa détermination, son amour pour son peuple, et quelque chose qu'elle n'avait pas elle-même, pleinement reconnu, son amour pour lui. L'aveu passa entre eux, sans être dit, compris dans ce moment de connexion parfaite. Puis, ensemble, ils canalisèrent leur pouvoir uni, l'énergie se construisit entre eux, crépitant comme des éclairs. Le sol sous leurs pieds commença à trembler, l'air lui-même sembla s'épaissir, chargé de pouvoir brut. Maintenant, cria Théron, ils libérèrent l'énergie simultanément. Une vague de lumière argentée pure explosa d'eux vers l'extérieur, balayant la cour comme un raz-de-marée, où elle touchait les êtres d'ombre. Ils brûlaient, se dissolvant en néant. Leurs cris étaient assourdissants, puis soudainement silencieux. En quelques secondes, c'était terminé. Chaque créature d'ombre avait disparu, repoussée dans le royaume d'où elle venait. La cour était silencieuse, à l'exception du halètement des survivants. Elara s'effondra sur ses genoux, complètement épuisée. Théron resta debout, mais elle pouvait sentir qu'il était aussi au bord de l'évanouissement. Ils avaient tout donné, mais cela avait fonctionné. Les portes de la grande salle s'ouvrirent, et le roi Aldric sortit en courant,
son visage illuminé de soulagement. Elara, Théron, vous l'avez fait, mais Théron ne regardait pas le roi, ses yeux étaient fixés sur le bord de la forêt, où la colonne de fumée se tenait toujours. Ce n'est pas encore fini, dit-il doucement, quelqu'un a invoqué ses ombres, et il est toujours là. Comme en réponse, une silhouette émergea de l'obscurité de la forêt, et marcha vers le château. En s'approchant, Elara le reconnut, le prince d'Ab. Mais il avait l'air différent, ses yeux brillaient de la même lumière rouge que les êtres d'ombre, sa peau avait pris une qualité pâle, presque translucide, et autour de lui, des ombres se tordaient comme des choses vivantes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Chuchota Elara horrifiée. Il a appliqué la magie d'ombre sur lui-même, répondit Théron, sa voix dure. Il s'est transformé en quelque chose d'autre, ni complètement humain, ni complètement être d'ombre, un hybride. Daon s'arrêta au bord de la cour. Sa voix, quand il parla, résonnait de manière non naturelle, comme si plusieurs voix parlaient à la fois. Vous avez détruit mon armée, dit-il, impressionnant, mais je suis toujours là, et je ne partirai pas tant qu'Elara ne sera pas morte, et que le trône ne sera pas à moi. Tu es déjà perdu, Daon, appela Elara trouvant sa voix malgré son épuisement. Regarde-toi, tu es devenu un monstre. Un monstre? Daon rit, un son terrible. Vous m'appelez un monstre, alors que vous vous tenez avec un vampire à vos côtés. Vous êtes l'hypocrite. Théron ne t'a pas tué, contra Elara. Tu as essayé d'assassiner des gens innocents. Innocents, le visage de Daon se tordit de rage. Personne dans ce château n'est innocent. Ils se tenaient tous derrière toi, te soutenaient, pendant que ma mère était exécutée. Ta mère a essayé de m'assassiner, parce que tu étais dans le chemin. Le cri de Daon résonna dans la cour. Les ombres autour de lui tourbillonnèrent plus sauvagement, réagissant à sa rage. Tout ce que je veux, c'est ce qui me revient de droit. Rien ne te revient de droit, dit froidement le roi Aldric s'avançant. Tu es le fils de ma seconde épouse, pas de mon sang. Tu n'as jamais eu de prétention à ce trône, alors je le prendrai. Daon leva ses mains, et les ombres autour de lui se projetèrent en avant comme des lances, visant directement le roi. Mais Elara fut plus rapide. Le sang de vampire lui donnait de la vitesse, et elle sauta devant son père, son épée levée. Les ombres frappèrent la lame, et à sa surprise, elles se dissolvèrent, comme si le métal lui-même les repoussait. Quoi? Elle regarda son épée, vit maintenant une faible lueur argentée dessus. Le pouvoir de Théron, réalisa-t-elle, à travers le lien, une partie de sa force, avait imprégné son épée, l'enchantant temporairement. Impressionnant, siffla Daon, mais inutile. Il se précipita en avant, plus vite qu'aucun humain ne devrait pouvoir bouger, ses mains formées en griffes. Elara lui fit face, mais elle était déjà épuisée de la bataille précédente. Ses mouvements étaient plus lents, ses réactions retardées. Daon la frappa de côté, la projetant au sol. Il se tint au-dessus d'elle, ses yeux rouges brûlants de triomphe. Tu aurais dû simplement mourir, quand Morgane t'a empoisonné, dit-il. Ça aurait été tellement plus propre. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Théron était là. Il se déplaça comme une ombre lui-même, son épée enchantée balançant dans un arc mortel. Daon esquiva juste à temps, mais la lame effleura son bras, laissant une plaie fumante. Tu te bats avec un enfant, dit Théron, sa voix glacée. Essaie avec quelqu'un de ta propre catégorie. Daon sourit, révélant des dents qui étaient devenues trop pointues. Un vampire ancien, enfin un défi digne. Ils tournèrent l'un autour de l'autre, deux prédateurs attendant le bon moment pour frapper. Les gardes et courtisans survivants reculèrent, formant un large cercle autour des combattants. Daon attaqua en premier, ses griffes enveloppées d'ombre visant la gorge de Théron. Mais Théron avait 500 ans, avec des siècles d'expérience au combat. Il esquiva, tourna et frappa avec son épée, tout en un mouvement fluide. La lame trancha l'épaule de Daon, et le jeune prince hurla de douleur, mais au lieu de sang, c'était de la fumée noire qui suintait de la plaie. Tu es déjà à moitié mort, dit froidement Théron. La magie d'ombre que tu as utilisée pour te transformer, te consume de l'intérieur. Dans quelques jours, tu seras complètement transformé en ombre, et alors rien de Daon ne restera. Mensonge. Daon attaqua de nouveau, plus sauvagement cette fois, plus désespéré. Mais les mots de Théron avaient touché juste. Elara pouvait le voir dans les yeux de Daon, la peur, la réalisation qu'il avait fait une terrible erreur. Il n'est pas trop tard, appela Elara, se remettant debout en luttant. Daon,
S'il te plaît, laisse-nous t'aider. Les mages pourraient peut-être aider. Dagon se tourna brusquement vers elle, son visage eut masque de rage et de désespoir. Comment as-tu aidé ma mère? En la laissant être décapitée, elle a essayé de me tuer, et maintenant, je vais te tuer. Dagon rassembla toutes les ombres autour de lui, les forma en une forme massive en forme de griffe. C'était son dernier assaut désespéré, tout ce qu'il avait. Il se jeta sur Elara, la griffe d'ombre monstrueuse fonçant en avant. Théron bougea pour s'interposer, mais il était trop loin, il n'arriverait pas à temps. Mais alors, Elara le sentit, le lien, grand ouvert de leur connexion précédente, et à travers lui, le pouvoir de Théron coula en elle, lui donnant une dernière poussée d'énergie. Le temps sembla s'arrêter, et Lara pouvait voir chaque détail, les ombres tourbillonnantes, le visage désespéré de Dagon, l'expression horrifiée de son père, et elle sut ce qu'elle devait faire. Elle bougea, plus vite que jamais, plus vite qu'elle n'aurait jamais cru possible. Son épée, toujours luisant du pouvoir de Théron, balança dans un arc parfait, la lame trancha la griffe d'ombre, la dispersant, et puis, avant que Dagon ne puisse réagir, elle trouva son cœur. Dagon halata, regardant la lame qui transperçait sa poitrine. Ses yeux rouges vacillèrent, s'estompèrent. Pendant un moment, il ressembla de nouveau au jeune prince qu'il avait été autrefois. Je voulais juste. Sa voix était de nouveau la sienne, pas l'écho terrible. Je voulais juste être important. Tu l'aurais été, chuchota Elara, des larmes coulant sur son visage. Si seulement tu avais choisi le bon chemin. Dagon sourit faiblement, puis, les ombres se dissolvèrent, et son corps tomba en cendres, dispersé par le vent. Elara s'effondra sur ses genoux, l'épée tombant de ses doigts, sans force. L'épuisement qu'elle avait retenu la submergea complètement. Théron fut immédiatement près d'elle, la rattrapant avant qu'elle ne s'effondre complètement. Tu l'as fait, murmura-t-il, caressant ses cheveux. C'est fini, je l'ai tué, chuchota-t-elle, son corps tremblant. Je tuais mon demi-frère, tu n'avais pas le choix, il t'aurait tué, nous aurait tous tués, je sais, mais ça fait quand même mal. Théron l'attira plus près, la laissant pleurer dans son épaule, et à travers le lien, Elara sentit son soutien, sa force, son amour. Oui, réalisa-t-elle, amour, quelque part pendant ces semaines, pendant les leçons et les batailles, et les moments partagés, ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Et alors que Théron leva son menton et la regarda, elle sut qu'il le ressentait aussi. Elara, dit-il doucement, ses yeux argentés cherchant les siens, mais avant qu'il ne puisse finir, le roi Aldric interrompit, ma fille, es-tu blessée? Elara essuya ses larmes, se força à sourire, je vais bien papa, juste fatiguée. Le roi l'aida à se mettre debout, l'embrassa fermement, tu as été si courageuse aujourd'hui, ta mère aurait été fière. Merci, chuchota-elle. Les survivants commencèrent à se rassembler, à soigner les blessés, à compter les morts. La bataille était gagnée, mais le prix avait été élevé. Presque la moitié de la garde du château était tombée, des dizaines de servants et de courtisans étaient morts. Mais ils avaient survécu, et cela, réalisa Elara, était tout ce qui comptait. Les jours suivants furent un tourbillon de funérailles, de reconstruction et de manœuvres politiques. Avec Morgane et Damon morts, la ligne de succession devait être clarifiée. Il n'y avait plus personne pour contester la prétention d'Elara au trône. Le roi Aldric le rendit officiel lors d'une cérémonie une semaine après la bataille. Devant la cour assemblée, il déclara Elara sa seule héritière, la future reine d'Épinval. Mais les pensées d'Elara n'étaient pas sur la couronne, elles étaient sur Théron, qui avait annoncé qu'il retournerait à Crête d'Ombre. Le lien persistera, lui avait-il dit le matin avant son départ prévu. Tu me sentiras toujours, mais je ne peux pas rester ici, Elara. Je n'appartiens pas à ton monde. Tu pourrais, avait-elle argumenté. Papa le permettrait, les courtisans s'adapteraient. Le ferait-il? Le sourire de Théron était triste. Je suis un vampire. Ton peuple ne m'acceptera jamais complètement. Et tu es une princesse, une future reine. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui peut t'aider à régner, pas quelqu'un qui cause peur et méfiance. J'ai besoin de toi, avait chuchoté Elara. Mais Théron n'avait fait que secouer la tête. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu iras bien sans moi. Maintenant Elara se tenait dans sa chambre et regardait par la fenêtre, pendant que des servantes l'aidaient à s'habiller pour la cérémonie.
elle serait officiellement reconnue comme princesse héritière, avec tous les devoirs et responsabilités que cela comportait. Mais tout à quoi elle pouvait penser, c'était Théron, qui en ce moment même emballait ses affaires dans sa chambre de l'aile. Princesse, Lisa, sa servante, toucha doucement son bras. C'est l'heure, et Lara hocha la tête, jeta un dernier regard par la fenêtre. Puis, avec une profonde respiration, elle se retourna pour faire face à son avenir. La cérémonie eut lieu dans la salle du trône, remplie de nobles de tout le royaume. Et Lara marcha dans l'allée centrale, portant une couronne d'or et d'émeraude, sa robe un vêtement fluide de vert profond. Le roi Aldric se tenait devant son trône, tenant une couronne dans ses mains, pas la grande couronne royale, mais une plus petite, plus fine, réservée à l'héritier. Et Lara d'Épinval, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Tu as montré courage, force et sagesse au-delà de tes années. Tu as sauvé ce royaume de la destruction, pas une fois, mais 2 fois. C'est un honneur pour moi de te reconnaître comme mon héritière, la future reine. Et Lara s'agenouilla, baissa la tête. Son père plaça la couronne sur ses cheveux, le poids étrangement réconfortant. Lève-toi, princesse héritière. Et Lara. Elle se leva, et la salle éclata en applaudissements. Les courtisans s'inclinaient. Les chevaliers frappèrent leurs épées contre leurs boucliers en reconnaissance. Mais alors qu'Elara regardait la foule, elle ne vit pas la seule personne qu'elle voulait voir. Théron n'était pas là, sa poitrine se serrait. À travers le lien, elle pouvait le sentir, déjà loin, chevauchant vers les montagnes. Il était parti sans dire au revoir. La cérémonie continua, mais Elara entendait à peine. Quand ce fut enfin terminé, elle s'excusa et se précipita dehors, ignorant les appels des courtisans qui voulaient lui parler. Elle courut vers l'aile et vers les chambres de Théron. La porte était ouverte. À l'intérieur, ses affaires étaient parties, le lit fait soigneusement, comme s'il n'avait jamais été là. Mais sur la table de nuit se trouvait quelque chose. Une lettre, avec son nom en écriture élégante, avec des mains tremblantes, et Lara l'ouvrit. Et Lara, si tu lis ceci, je suis déjà partie. Je sais que j'aurais dû dire au revoir, mais je suis un lâche quand il s'agit d'adieu. J'en ai vu trop dans ma vie. Tu seras une grande reine. Tu as la force de ton père et la sagesse de ta mère. Mais au-delà de cela, tu as quelque chose qu'il n'avait pas, de la compassion. Tu ne vois pas seulement le devoir, mais aussi les gens derrière. Le lien entre nous ne se brisera jamais. Peu importe où je suis, je te sentirai, et j'espère que tu me sentiras. Si tu as jamais besoin de moi, je viendrai, je te le promets. Mais pour l'instant, tu as besoin de temps pour grandir, pour régner, pour trouver ta propre identité, sans que je sois une ombre au-dessus de toi. Adieu ma princesse. Que tes jours soient brillants et tes nuits paisibles. Théron, des larmes coulèrent sur le papier, brouillant l'encre, et Lara tint la lettre contre sa poitrine, ferma les yeux. À travers le lien, elle envoya un message, pas en mots, mais en sentiments, amour, gratitude, et la promesse que ce n'était pas la fin, juste un au revoir temporaire. Très loin, chevauchant à travers des cols de montagne, Théron sentit son message, son cœur mort, le cœur qui n'avait pas battu depuis la mort d'Isabelle, tressaillit. Et pour la première fois en 300 ans, il sourit à travers les larmes. Une année passée, et Lara régna aux côtés de son père, apprit l'art de gouverner. Elle introduisit des réformes que la reine Morgane n'aurait jamais permises, des lois protégeant les pauvres, des taxes équitables pour toutes les classes, des traités de paix avec les royaumes voisins. Et chaque nuit, avant de dormir, elle touchait l'endroit au-dessus de son cœur, où le lien pulsait, et envoyait ses pensées par-dessus les montagnes. Tu me manques. Et chaque nuit, la réponse revenait, douce mais sûre, tu me manques aussi. Puis par une froide nuit d'hiver, Elara se tenait sur le balcon de ses appartements, et regardait les étoiles, quand elle sentit quelque chose, un changement dans le lien. Théron bougeait, se rapprochait, son cœur s'accélérait. Elle courut dans les escaliers, à travers les corridors, dehors dans la cour. Les gardes l'appelèrent, demandant où elle allait, mais elle les ignora. Elle atteignit les portes principales, juste au moment où un cavalier passait à travers elle. Grand, vêtu de sombre, ses yeux argentés brillant au clair de lune. Théron, chuchota-t-elle, il descendit de cheval, et pendant un moment ils se regardèrent simplement, l'année de séparation soudainement, sans importance. Puis Elara ferma la distance entre eux, et se jeta dans ses bras. Il la rattrapa, la tint fermement, enfouit son visage dans ses cheveux. Tu es revenu, murmura-t-elle. Je devais, dit-il,
1 an était assez long, je ne pouvais pas rester loin plus longtemps. Elle se retira, juste assez pour voir son visage. Et cette fois, resteras-tu? Théron l'étudia, vit la femme qu'elle était devenue, plus forte, plus sage, mais toujours la même Elara qu'il avait sauvée il y a 1 an, la femme qu'il aimait. Si tu me veux, dit-il doucement. Toujours, chuchota Elara. Et puis, sous le ciel étoilé, avec le lien entre eux chantant de joie, Théron l'embrassa. C'était un baiser qui valait 1 année d'attente, un baiser qui était une promesse. Pour maintenant, pour toujours, quand ils se séparèrent, tous deux sourirent. La princesse héritière et le vampire. Un amour impossible, né du poison et du sauvetage, forgé dans la bataille et le sacrifice. Un amour qui durait des siècles.